Par exemple, un blanc habillé en racaille, pour parler vulgairement, il aura très certainement le même comportement qu'un noir habillé de la même manière. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas ce que les filles du collectif Némésis ont vécu, et ce n'est pas ce que la majorité des femmes en France a l'air de dire, en tout cas. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil, le format d'interview-débat où on rentre en contradiction avec les idées de nos invités. Aujourd'hui, on est avec Alice Cordier. Alice Cordier, bonjour. Bonjour. Alice, tu es la présidente du collectif Némésis. Tout à fait. Je vais commencer avec une question assez naïve. Quel est le but du collectif Némésis ? Alors le collectif Némésis, il faut savoir que c'est un mouvement féministe identitaire. Féministe dans sa version la plus pure en fait du terme, c'est-à-dire que nous défendons l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Pourquoi identitaire ? Tout simplement parce que nous nous adressons aux femmes françaises et du coup nous réagissons notamment aux faits d'actualité qui concernent la France et parfois on s'étend un petit peu plus en Europe. Mais voilà, juste voilà sur le côté identitaire, histoire que qu'on soit bien d'accord entre nous. Le but du collectif Némésis, je ne pourrais pas l'expliquer sans parler en fait de sa genèse. Nous, on est nés il y a 1 an du fait d'abord de notre propre expérience, l'expérience des militantes du collectif Némésis, qui était celle du harcèlement de rue. On ne se retrouvait pas représentés par les autres mouvements féministes et nous vivions des choses dans la rue dont nous avions envie de parler, justement. Le fait que le harcèlement de rue, en tout cas tel que nous l'avons vécu, était généralement fait par des hommes toujours avec le même profil, souvent d'origine maghrébine, du Moyen-Orient, d'Afrique subsaharienne. Et il y avait une véritable omerta, si vous voulez, à en parler dans les mouvements féministes. Et nous, c'était quelque chose qui nous pesait, en fait. On est vraiment partis, et c'est vraiment très important que j'appuie sur ce point-là, c'est parti de notre propre expérience, mais aussi d'une souffrance finalement, d'un mal-être dans notre propre pays, dans nos rues, du fait qu'on était obligé d'éviter certains quartiers, d'éviter certaines bandes de jeunes, parce qu'on avait peur, tout simplement. Ça a été vraiment le point de départ. On ne se retrouvait pas dans les autres mouvements féministes parce qu'on était bloqués entre 2 branches. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le féminisme tel qu'il est fait en France, tel que, en tout cas que les jeunes femmes militent, est divisé en 2 catégories. Il y a le féminisme dit radical, ce que moi j'appellerais plutôt de la misandrie déguisée en féminisme, qui est le fait finalement de dire, c'est ce qu'on appelle le all men, tous les hommes sont de potentiels violeurs. Voilà. Ça a été en tout cas c'est une première tendance dans laquelle on ne se retrouve pas, parce qu'on considère que ça crée une guerre des sexes qui est extrêmement dangereuse. Aujourd'hui, en France et plus largement dans le monde, la moitié de la population sont des femmes, l'autre moitié des hommes. Il va falloir qu'on fasse ensemble de toute façon. Donc on ne voulait pas rentrer dans ça. L'autre tendance actuelle du féminisme, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. J'appelle ça la convergence des luttes déguisées en féminisme, parce que tout simplement, ils reprennent tous les combats sociaux qu'on peut connaître aujourd'hui, que ce soit l'immigration, la cause des femmes, l'écologie, et ils vont mettre tout ça dans une même cause, alors que parfois certaines choses sont incompatibles. Et nous, on ne voulait pas en fait être dans ces deux tendances-là, on ne voulait pas être bloqué par une idéologie. Comme je le disais, on part de l'expérience, et nous, on voulait tout dire sans être en fait bloqué par qui que ce soit, ou par un courant, ou par des influences externes. Ça a été la première chose. Quand on a monté Némésis, évidemment qu'on ne voulait pas s'arrêter juste au combat contre le harcèlement de rue. On a voulu étendre et dénoncer toutes les violences faites aux femmes. Et quand je dis toutes les violences, c'est qu'on va parler aussi bien du multirécidiviste qui va être relâché au bout de 10 ans par la justice parce que pour bonne conduite. On va parler aussi bien du migrant qui, par manque d'assimilation, va aller agresser des femmes en France. Mais on va aussi parler du jeune délinquant, de l'homme qui bat sa femme. Enfin, voilà, on essaye de brasser large. Et c'est en cela qu'on peut se définir. 2 autres combats qui sont très importants pour nous et que nous aurons l'occasion de développer un peu plus, puisque nous sommes un mouvement encore assez jeune, ça va être de lutter contre la guerre des sexes. On essaye, nous, au maximum aussi, de montrer qu'il existe plein d'hommes très bienveillants et que non, ce ne sont pas tous de potentiels agresseurs. Ça reste quand même une minorité d'hommes qui agressent, et c'est important de le souligner aujourd'hui. Nous recevons énormément de soutien d'hommes qui nous disent « mais merci », parce qu'en fait, nous avions perdu toute foi dans le combat féminisme parce que ce n'était pas porté par les bonnes personnes, ou pas du moins de la bonne façon, et qu'on se sentait totalement mis sur le côté, ou alors avec toujours un sentiment de méfiance vis-à-vis de militants qui voulaient rejoindre ces mouvements-là. Enfin, voilà, il y avait toute cette ambiance vraiment très lourde, et en tout cas, nous ne souhaitons pas rentrer là-dedans, et nous souhaitons lutter plutôt contre cette guerre des sexes. Et puis une troisième chose qui est importante pour nous, mais que nous n'avons très très peu développée en fait pendant cette année de militantisme, ça va être la défense justement de notre histoire. On a l'impression aujourd'hui, et cela s'explique assez facilement par le fait que beaucoup de féministes aujourd'hui sont des femmes très jeunes, pas forcément très formées, et qui vont suivre des leaders qui, elles, pour le coup, sont parfois empreintes d'une idéologie
idéologie. Je vais prendre l'exemple de Caroline Dehaze, qui est une grande militante féministe, en tout cas qui est très médiatisée, considérée comme féministe. C'est une femme qui a milité à l'UNEF pendant des années. À partir de ce moment-là, elle est forcément biaisée, elle est forcément formatée, ce qui ne lui permet peut-être pas de tout dire. Volontairement ou pas d'ailleurs. Et nous, il est important pour nous de défendre notre histoire et de montrer que les femmes ont toujours eu une place très importante dans notre histoire, que ce soit dans tous les domaines, bien qu'il y avait un manque d'égalité certain. Mais il y a eu des femmes qui ont marqué la France, qui ont marqué notre histoire. C'est important de le souligner. Non, le féminisme, le poids des femmes dans l'histoire de France ne commence pas avec Simone de Beauvoir. Il y a eu énormément de femmes avant à construire notre pays. Il est important pour nous de les mettre en avant. C'est, je crois, le meilleur hommage qu'on puisse leur faire. On a récemment entendu parler de vous par votre action au Trocadéro en défilant en voile intégral. Pourquoi vous avez fait ça ? Alors, il faut savoir que le 1er février ou le 2, il y a un événement international qui s'appelle le World Hijab Day. En fait, c'est une journée où on incite les femmes qui le souhaitent à se voiler en soutien aux femmes musulmanes et à leur pudeur, en fait. C'est à peu près ce qui est écrit. Voiler intégralement ou voiler... Juste le hijab. Ok. Il existe une journée comme ça. Ok, pourquoi pas. Mais il n'existe aucune journée pour justement peut-être soutenir les femmes qui portent, elles, le niqab ou la burqa, donc qui est intégrale. Soit on va voir les yeux, soit on va pas les voir, ça va être caché derrière une grille, mais il n'existe pas de journée d'hommage à ces femmes-là qui, elles, sont martyrisées dans des pays du Moyen-Orient, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, on le sait tous, notamment en Iran où c'est très compliqué, il y a beaucoup de militantes ou des avocates qui ont été défigurées à l'acide, qui sont parfois emprisonnées avec des peines totalement ridicules, telles que 150 années de prison, pour juste avoir milité, juste parfois avoir juste enlevé un voile dans l'espace public, et il n'existe pas de journée pour ces femmes-là. Notre combat, il a toujours été celui de montrer les femmes qu'on essaie d'invisibiliser. Et on ne veut pas que ces femmes-là soient oubliées. C'était une action d'hommage pour ces femmes-là. Mais... Ça a été le premier message qu'on a voulu faire. Ce n'était pas le seul. Il y avait un deuxième message qu'on a pu faire avec notre banderole, notamment. Les Françaises dans 50 ans, point d'interrogation, c'était une façon d'interpeller, puisque de plus en plus on voit dans l'espace public français s'introduire des voiles intégrales, des niqabs, qui elles n'iront pas en garde à vue pendant 8 heures apparemment, alors que c'est quelque chose qui est illégal. Je pense qu'il y a une revendication certaine derrière le fait de porter ce voile-là. Ce n'est pas du tout anodin, un niqab intégral en France, quand en plus il est interdit, quand en plus on sait les problèmes de sécurité que cela a pu poser, notamment dans le cas d'un contexte très marqué par le terrorisme en ce moment. Et nous ne souhaitons pas en tout cas que ce voile s'implante en France. Nous ne voulons pas que le niqab arrive en France. Il y a certains quartiers, Céline Pina en parle mieux que moi en tout cas dans ses ouvrages, où elle montre justement que ne pas porter le voile, je parle du hijab cette fois, est parfois source de problèmes pour certaines femmes qui habitent dans certains quartiers où la communauté ou des communautés musulmanes sont extrêmement présentes et ça devient un problème pour elles de ne pas le porter. Elles sont mises sur le côté, ou alors ça crée une sélection entre la femme pure, la femme impure. Donc il y a déjà un problème avec ce voile-là. Alors vous imaginez ce que ça va être si le voile intégral, le niqab, arrive définitivement et légalisé, peut-être, on ne sait pas, en France. Voilà un petit peu ce que nous avons essayé de dénoncer. Nous essayons d'interpeller, nous sommes des lanceuses d'alerte, on se définit souvent comme ça, et voilà un petit peu quel était l'objet de cette action-là, place du Trocadéro, dimanche dernier. Et donc pour vous, le niqab en France est une vraie menace pour les Le femmes. niqab en France est une vraie menace. Alors évidemment, ça reste des cas extrêmement minoritaires dans certains quartiers particuliers, mais on sait comment ça marche. On en voit un, on en voit deux, et puis dans quelques années, combien ce sera finalement. Est-ce que c'est une bonne chose que ce soit là ? Moi, nous considérons en tout cas que c'est quelque chose d'extrêmement dégradant que de voir ça arriver en France. Nous sommes un pays où les femmes se sont battues pour pouvoir porter des pantalons. C'est quand même grave de voir qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui se battent pour pouvoir porter le niqab intégral. Vous vous en prenez principalement dans vos discours, en tout cas, aux personnes étrangères, aux migrants qui attaquent et qui harcèlent les femmes. Pourquoi s'attaquer à ces personnes étrangères ? Est-ce que c'est pas plutôt un problème de classe, des personnes pauvres, ou est-ce que c'est vraiment un problème de personnes étrangères ? Alors, vous avez dit deux choses très intéressantes dans votre remarque. La première chose, il suffit de regarder nos réseaux pour voir qu'on ne s'attaque pas que à des personnes étrangères. On essaie de couvrir au maximum l'actualité. Si l'actualité ne présente que des viols ou que des agressions par des personnes étrangères, je veux dire, moi, je n'y peux rien et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et on doit en parler. Nos faits sont toujours sourcés
Nous avons toujours l'article qui en parle, l'article du journal local qui en parle. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait ne pas en parler? C'est plutôt ça que j'aimerais vous poser comme question. C'est la première chose. Deuxième chose, nous parlons évidemment de tout. Le fait est que voilà, nous ne pouvons pas évidemment nous faisons une veille médiatique, hein, mais nous ne pouvons pas parler de tout. Voilà, c'est pour ça que nous allons d'ailleurs ouvrir des sections locales avec leur propre page Instagram qui pourront, elles, montrer voilà, l'ensemble de ce qui se passe, en tout cas sur leur région. Et puis, troisième chose, vous me disiez, est-ce que c'est un problème de pauvreté? C'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée en me disant, mais peut-être qu'un manque d'éducation ou peut-être le fait de manquer d'argent fait que voilà, y a des comportements violents, haineux, peut-être. Je ne pense pas parce que j'ai eu l'occasion en tout cas d'aller dans des régions très pauvres de la France, notamment en Bretagne, où certains éleveurs en tout cas s'en sortent avec 300 € par mois. Jamais ils n'ont eu des comportements Mais similaires. pour parler des quartiers populaires, par exemple un blanc habillé en racaille, pour parler vulgairement, il aura très certainement le même comportement qu'un noir habillé de la même manière. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas ce que les filles du collectif Némésis ont vécu, et ce n'est pas ce que la majorité des femmes en France a l'air de dire, en tout cas. Très bien. En 2018, 67% des mises en cause pour des faits de vol ou de violence dans les transports hors région Île-de-France concernaient des Français, et on passe à 72% lorsqu'il s'agit de violences sexuelles. Est-ce que prioriser ces combats sur les 28% donc des personnes étrangères, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va combattre et aller dans la lutte féministe? Non. Alors, pour répondre déjà sur ces chiffres-là, moi j'ai aussi ceux de l'Île-de-France qui montrent l'inverse, parce que la population est bien plus serrée, bien plus conséquente aussi. Alors, pour répondre à cela, moi je le dirais tout simplement qu'on a notre lot de mauvais garçons, hein, de criminels, de délinquants sur Alors, quand vous dites des gens de nationalité française, je ne sais pas si c'est de nationalité française, mais de culture européenne. Ça, je n'ai pas accès au papier, ou en tout cas à Parce que quand on est français, on peut avoir différentes cultures. Oui. D'accord. Bien sûr. Et c'est ce qui fait aussi une certaine richesse dans notre pays. Mais il y a certaines cultures qui sont bien moins favorables aux droits de la femme que la culture européenne. Il serait intéressant de voir, en effet, de quelle culture sont ces personnes-là, où elles sont nées aussi, peut-être. Et ça peut impacter. Aujourd'hui, c'est très tabou de dire que certaines cultures pourraient n'ont pas le même comportement vis-à-vis des femmes. Je trouve ça extrêmement dangereux de dire ça, parce que ça sous-entendrait qu'on ne peut pas remettre en question ces cultures-là, alors que si on veut progresser et faire avancer le droit des femmes, il faut pouvoir parler de tout. Je pense qu'il faut arrêter avec ces tabous-là, il faut arrêter d'être crispé autour de oui, mais la nationalité française, mais si c'est notre culture, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Il faut tout dire. Oui, il y a des cultures qui n'ont pas du tout la même vision que nous de la femme européenne. Je dirais les cultures du Moyen-Orient, les cultures du Maghreb, les cultures africaines aussi. Hein. Là-bas, il y a quand même des cas d'excision quand même énormes, qui d'ailleurs, on le voit de plus en plus se développer en Île-de-France, malheureusement. Ce sont aussi des gens qui cachent leurs femmes. L'Afghanistan, il y a les femmes ont eu de façon très tardive le permis de conduire. Il y a toutes ces choses-là qui sont logiques et qui montrent qu'il y a un choc culturel qui est présent en France, qui est vraiment impactant et qui au quotidien a une influence sur le mode de vie et sur la vie, tout simplement, hein, des femmes de culture européenne et de nationalité française. Et je pense que c'est très important de mettre ça en avant. Oui, il y a des hommes de toute nationalité qui peuvent en effet passer à l'acte, être violents, avoir des comportements haineux. Nous avons notre lot en France de personnes de nationalité française et de culture européenne qui se comportent extrêmement mal avec les femmes, il faut le dire. Est-ce que pour autant on peut se permettre d'en faire venir d'autres, du coup de cultures qui de base ont une hiérarchie entre les hommes et les femmes? Logiquement, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENS pour comprendre que ce n'est pas forcément la meilleure des idées si en plus on ne permet pas une politique d'assimilation saine. Avec votre action en portant le voile intégral, est-ce que vous n'avez pas l'impression de stigmatiser les femmes qui pourraient porter le voile pas forcément intégral, de stigmatiser les populations musulmanes et de s'attaquer justement à ces femmes qui, elles, ont fait le choix de porter le voile? Non, parce que là, on s'est adressé on dénonçait le niqab intégral. Il ne faut pas confondre hijab et niqab, déjà, c'est quelque chose d'important. Après, si elles se sentent visées... Malheureusement, il y a des femmes qui se font défigurer à l'acide. Donc moi, je suis désolée, le choix est vite fait sur qui je vais chercher à rendre hommage, en tout cas. Est-ce qu'en tant que féministe, vous ne devez pas plutôt soutenir ces femmes-là et attaquer les hommes qui sont coupables de ces exactions? Des hommes, écoutez, dans les pays aussi du Moyen-Orient, il y a des femmes qui veulent porter aussi. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que les hommes qui sont responsables de cela. Et pour ce qui est de soutenir les femmes qui portent le voile en France, vous voulez dire le hijab? Ouais. Le hijab est un symbole de hiérarchie entre les hommes et les femmes et de tri
entre les femmes d'un même pays. Il y aura les pures, les impures. Celles qui ne le portent pas sont généralement pas forcément très bien vues dans les communautés. Le voile est quelque chose qui se mérite en plus. Donc ça signifierait que voilà, selon le degré de pureté, il y aurait des femmes avec qui on pourrait parler, d'autres pas, avec qui on pourrait changer de comportement, d'autres pas. Moi, une femme voilée, peu importe, une femme qui se fait agresser devant moi, je l'aiderai toujours, évidemment. On aidera toujours une femme qui se fait agresser, on dénoncera toujours son agresseur. Par contre, on peut s'attaquer aussi au symbole qu'elle porte sur ses cheveux sans pour autant ne pas l'aider, en fait, sur le reste. Pour vous, il ne faut plus de femmes voilées, pour parler juste du hijab. Il faut plus enlever le hijab en France, interdire le hijab. Je ne suis personne pour dire s'il faut l'interdire ou pas, mais nous, on considère, en tout cas au sein du collectif Némésis, que mettre des signes de hiérarchie dans l'espace public est peut-être ce qui divise le plus, finalement. Très bien. Vous avez, du coup, avec le collectif Némésis, une stratégie de communication assez agressive, donc avec la dernière manifestation que vous avez faite. Est-ce que ça ne nuit pas à votre image ? Non, ça ne nuit pas à notre image. En tout cas, les retours sont extrêmement plutôt positifs. Il y a beaucoup de femmes après cette action-là. Alors, j'ai pas eu le temps de tout voir parce que j'ai une journée de garde à vue après. Mais en tout cas, j'ai reçu énormément de messages de soutien d'une part, énormément de messages de femmes qui nous disaient mais merci. Merci, parce qu'enfin on retrouve un féminisme avec lequel on est d'accord et qui manquait énormément en France aussi. On a reçu énormément de femmes de soutien ou de retweets, de femmes du Moyen-Orient, de militantes féministes qui nous disaient mais enfin l'Europe, la France nous pense à nous en fait. On pourrait considérer le collectif Némésis comme un collectif féministe d'extrême droite. Qu'est-ce que vous répondriez à Je pense que les violences faites aux femmes n'ont pas de couleur politique. Au sein de notre mouvement, de notre collectif, il y a des femmes de tout horizon, de plusieurs origines différentes d'ailleurs, hein, puisqu'on en parlait. Et je ne pense pas, ou alors ce serait très triste. Ce serait vraiment très triste qu'aujourd'hui, le féminisme devrait avoir un bord politique. On nous considère à l'extrême droite parce que la moindre critique de l'immigration ou de l'islam catégorise les gens. On essaye, c'est très à la mode hein, de mettre les gens dans des boîtes en ce moment, ou de diaboliser en plus, surtout si le combat dérange un peu. On peut de toute façon, les gens qui disent ça généralement sont des militants, journalistes. On a eu la chance de connaître un certain nombre de journalistes qui ont essayé de nous diaboliser avant même de nous connaître ou de chercher même à connaître notre combat. Je trouve ça très grave de diaboliser en tout cas ou d'instrumentaliser le combat des femmes quand ça part justement en plus d'un mal-être. Je trouve ça extrêmement grave et je pense qu'ils ne sont pas prêts aux répercussions de tout cela et je pense qu'ils devraient peut-être plus s'intéresser à la cause de notre combat. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de ça plutôt que d'essayer de nous diaboliser? En tout cas, ce qu'ils font fait juste monter notre mouvement. Et la seule extrême droite moi, que je connais en France, c'est plutôt celle de l'islamisme en tout cas que j'essaye de combattre. Et on peut comparer vos actions coup de poing à celles de Génération Identitaire. Quels sont vos liens avec Génération Identitaire ? On se connaît puisque de toute façon il y a des événements où on se retrouve à côté. On se connaît mais nous ne militons pas ensemble, nous n'avons pas d'action commune de prévue ni par le passé d'ailleurs. Donc il n'y a pas de lien direct de militantisme en tout cas. Mais nous nous connaissons forcément en tout cas aujourd'hui. Qui en France ne connaît pas Génération Identitaire ? Bien sûr. Mais cette proximité que tu évoquais justement, est-ce que c'est pas pour ça qu'on vous dit d'extrême droite ? Je pense qu'à partir du moment où n'importe qui critique l'immigration, malheureusement, ou l'islam d'ailleurs, est généralement catégorisé très rapidement. Même certaines femmes de gauche qui ont voulu en parler étaient catégorisées d'extrême droite. À partir de là, voilà, pour moi, c'est un argument qui n'a pas d'intérêt, en tout cas, qui n'est pas audible pour moi. Du coup, avec votre collectif, vous soulignez le fait qu'un des principaux problèmes, c'est les personnes d'origine étrangère ou les migrants. Quelle serait la solution alors ? La remigration ? D'abord, je voudrais souligner un point. Allez voir nos réseaux sociaux, on ne parle pas que de migrants. On dénonce tous les agresseurs qu'on peut dénoncer. Nous avons notamment vu énormément de cas récemment de multirécidivistes. Nous, on essaie vraiment de montrer les problèmes qu'on ne soulève pas, ou du moins sur lesquels on a du mal à mettre le doigt. Aujourd'hui, par exemple, souligner, en tout cas mettre en avant le fait qu'il existe des multirécidivistes qui se baladent en France de façon totalement libre, c'est aussi s'en prendre à la justice d'une certaine façon. C'est dangereux de faire ça. Mais malheureusement, il y a un problème juridique à ce niveau-là. Il y a un problème de traitement. Il y a un problème aussi de laxisme, peut-être. De trop confiance envers les agresseurs, je ne sais pas. Et peut-être pas assez envers les victimes. Nous ne parlons pas que de l'immigration.
Une justice en tout cas qui penserait peut-être aux victimes avant de voir relâcher avant l'agresseur. Certains sont déjà avant même que l'agresseur soit en prison, ils sont déjà dans une logique de réinsertion. Mais pensons aux victimes, elles vont être condamnées à vie après ce qu'elles ont vécu. Et parfois d'ailleurs elles sont mortes et c'est leur famille qui vont être condamnées à vie. Mais en effet l'expulsion serait je crois une des premières mesures à mettre en place. Le problème c'est qu'elle est extrêmement compliquée, extrêmement chère, et que certains pays ne veulent pas ensuite recevoir l'agresseur puisque ce serait en fait reprendre le bas du panier en fait qui nous a été envoyé. Après voilà, tous les migrants ne sont pas des violeurs, mais on retrouve malheureusement une grosse propension de migrants dans des cas de viol, d'agression sexuelle. Et quels sont vos liens avec les autres groupes féministes ? Nous toutes par exemple, vous soutenez Nous tous ? Nous soutenons leur travail qui est énorme. Alors elles se sont vraiment basées sur les violences conjugales. Elles font une veille médiatique comme nous, mais elles sont basées sur les violences conjugales avec... elles comptent le nombre de femmes malheureusement... Le féminicide, Non, c'est un terme que nous n'utilisons pas parce que juridiquement il existe déjà des termes existants pour ça et ça ne fait pour nous en tout cas que rentrer dans cette logique de guerre des sexes. Elles ont permis notamment pendant les périodes de confinement qu'un certain nombre de mesures soient mises en place puisqu'on a su que les violences conjugales avaient explosé de 30% si je ne me trompe pas lors du premier confinement, ce qui est énorme. Donc elles ont les moyens aussi de faire aussi tout un travail, elles sont très écoutées. Comme je disais, c'est Caroline Dehache entre autres qui est militante là-dedans, dans cette organisation, dans cette association féministe. Donc elles font un travail qui est essentiel et nous essayons en fait d'arriver en complément aussi de leur travail. Elles se sont basées sur les violences conjugales. Nous, on parle d'autres thématiques. Mais notre combat est global, en fait, finalement. Nous souhaitons absolument pas se lancer une balle dans le pied entre mouvements féministes. Nous sommes toujours prêtes à tendre des mains. Après, il faut savoir les prendre ou pas. Et je sais que, malheureusement, les associations comme nous toutes sont généralement aussi avec en tout cas, certaines militantes sont déjà embrigadées dans d'autres mouvements qui leur permettent peut-être pas d'attraper notre main. Nous avons, par contre, été contactés, c'était assez intéressant, par d'anciennes fémènes qui avaient été virées du mouvement quand elles ont voulu aborder un peu plus précisément les sujets de l'islam et de l'immigration. Ça a été notre toute première action d'il y a un an, en novembre 2019, où suite à cela, elles nous ont contactés en nous disant merci. Je crois qu'elle était un peu lassée du militantisme et un peu dégoûtée de s'être fait virer comme ça, parce que c'était des militantes très actives dans ce mouvement. Mais elles nous ont dit merci parce que c'est un combat essentiel et beaucoup de gens refusent de se salir les mains en fait. Donc vous le faites pour nous et c'est bien. Et justement, je pense que c'est quand même important de voir qu'il y a des femmes de mouvements qui sont très différents des nôtres. Les femmes, on n'a pas forcément les mêmes thématiques ni les mêmes avis surtout. Et de voir que voilà, elles ont ce recul et cette ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre nos arguments, comprendre ce qu'on dit et être d'accord. Preuve en est en tout cas que nous ne sommes pas dans le mauvais. Bon, on va désormais terminer avec les 2 questions qu'on pose à tous nos invités. Quelle est la personne que tu souhaiterais voir à ta place ici pour un prochain épisode d'Œil pour Œil ? J'aimerais beaucoup voir... Oh là là, il y a tellement de monde. Pourquoi pas Alice Coffin, tiens. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir son avis, voire même un débat avec elle. J'ai beaucoup de choses à lui dire. Alice Coffin, si vous nous regardez. Pour terminer, donc la dernière question qu'on pose à tous nos invités, qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis « trace tes contours » ? Trace tes contours, je penserais d'abord à une formation, le fait de se former, c'est très important, ça manque beaucoup dans le monde militant. On a souvent beaucoup de jeunes qui viennent chez nous et qui sont très excités par l'action, elles sont souvent très jeunes d'ailleurs, mais on ne peut pas faire de l'action sans avoir été formé avant, c'est essentiel. Et donc voilà, trace tes contours, moi ce serait vraiment d'abord forme-toi et ensuite agis. Très bien, merci beaucoup Alice. Merci à vous. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil. Salut.